Il y a un secret au cœur de la physique moderne dont presque personne ne parle. Un principe si fondamental que quasiment toutes les forces de la nature en dépendent. Pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Il s'appelle la théorie de jauge, et c'est probablement l'idée la plus importante du XXe siècle en physique, à part la relativité et la mécanique quantique. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. La théorie de jauge affirme que la plupart de ce que nous pensons être réel n'est en réalité pas réel du tout. Je vais vous expliquer quelque chose qui m'a pris des années à vraiment comprendre. Le champ électromagnétique, cette chose qui transporte la lumière, les ondes radio et qui maintient les atomes ensemble, n'existe pas de la façon dont vous l'imaginez. Les forces qui maintiennent les noyaux atomiques ensemble non plus, ni le mécanisme derrière la désintégration radioactive. Tout cela provient de quelque chose de plus étrange et de plus abstrait. Cela provient d'une redondance dans notre description de la nature. Ça semble probablement insensé. Comment des forces peuvent-elles naître d'une redondance? Comment quelque chose d'aussi tangible que l'électricité peut-il émerger d'un principe abstrait sur les descriptions mathématiques? Pourtant, c'est exactement ce que nous dit la théorie de jauge. Et une fois que vous la comprenez, vous réalisez que l'univers fonctionne selon des principes totalement différents de ce que le bon sens suggère. Commençons par ce qu'est réellement la théorie de jauge. À son cœur, il s'agit de symétrie. Pas le genre de symétrie que l'on voit dans un flocon de neige ou un miroir, une symétrie mathématique. Plus précisément, il s'agit de transformations que l'on peut appliquer à nos équations sans changer aucune prédiction physique. Et voici l'idée clé. La nature semble construite de telle façon que ces symétries ne sont pas de simples commodités mathématiques, elles sont fondamentales. Elles déterminent quelles forces existent. La première théorie de jauge fut l'électromagnétisme. Maxwell a trouvé les équations dans les années 1860, mais il n'a pas réalisé ce qu'il avait. Il a fallu encore 50 ans pour que les gens comprennent que l'électromagnétisme possède une symétrie de jauge. On peut modifier le potentiel électromagnétique de certaines façons sans changer les champs électriques ou magnétiques. Différents potentiels peuvent décrire exactement la même situation physique. On pourrait penser que cela signifie que le potentiel n'est qu'un artefact mathématique, quelque chose que nous avons inventé pour simplifier les calculs. Mais pendant longtemps, c'est ce que les gens ont pensé. Mais puis, la mécanique quantique est arrivée et tout a changé. En mécanique quantique, le potentiel est réel, les électrons y réagissent directement. Il existe une expérience appelée l'effet Aharonov-Bohm qui le prouve. On peut protéger un électron de tous les champs électriques et magnétiques, mais s'il y a un potentiel présent, la fonction d'onde de l'électron change quand même. Le potentiel affecte la réalité même quand les champs ne le font pas. Alors, lequel est-il? Le potentiel est-il réel ou arbitraire? La réponse est les deux, et c'est ce qui rend la théorie de jauge si étrange. Le champ de jauge est comme les coordonnées. C'est ce que nous utilisons pour décrire la réalité, mais ce n'est pas la réalité elle-même. Alors, qu'est-ce qui est réel? Quelle est la chose qui est réellement réelle, si ce n'est pas le champ de jauge? La réponse est ce qu'on appelle les quantités invariantes de jauge, des choses comme les champs électriques et magnétiques en électromagnétisme, ou le tenseur de force de champ si on veut être plus général. Ce sont des combinaisons du champ de jauge qui ne changent pas quand on change le choix de jauge, et seules ces quantités invariantes de jauge correspondent à la physique observable. Tout le reste, tous les autres composants du champ de jauge sont redondants. Il y a des degrés de liberté dans notre description qui ne correspondent à aucun degré de liberté dans la nature. Et voici ce qui est remarquable. Cette redondance n'est pas un défaut de notre description, elle est essentielle. Sans elle, la théorie ne fonctionnerait pas. La cohérence mathématique de la théorie de jauge exige cette redondance. Pourquoi? Parce que la mécanique quantique. Quand on quantifie une théorie de jauge, on rencontre des problèmes. Les maths deviennent incohérentes, on obtient des infinis et des contradictions. Mais si on maintient la symétrie de jauge, si on garde toute cette redondance, les incohérences s'annulent. Les degrés de liberté redondants sont précisément ce dont on a besoin pour rendre la théorie quantique cohérente. Cela a été découvert dans les années 1950 et 1960, et c'était choquant. Cela signifiait que les parties non physiques de la théorie, celles qui ne correspondent pas à la réalité, sont nécessaires pour que les parties physiques fonctionnent correctement.
On ne peut pas se débarrasser de la redondance sans détruire la théorie. Laissez-moi vous donner un exemple concret. En électrodynamique quantique, la version quantique de l'électromagnétisme, les photons peuvent être polarisés de différentes façons. Si un photon se déplace dans la direction Z, il peut être polarisé dans la direction X ou Y. Ce sont les deux états de polarisation physique. Mais mathématiquement, il y a 4 états de polarisation. 2 d'entre eux sont non physiques. Ils ne correspondent pas à de vrais photons qu'on peut détecter. Alors pourquoi existent-ils dans les maths? Parce que la symétrie de jauge les exige. La théorie a besoin de ces états supplémentaires pour être cohérente. Quand on calcule les amplitudes de diffusion, les probabilités d'interaction des particules, les états non physiques contribuent. Leur contribution s'annule dans la réponse finale, mais on en a besoin pendant le calcul. Sans eux, la théorie donne du non-sens. C'est ce que je veux dire quand je dis que la plupart de ce que nous pensons être réel n'est en réalité pas réel du tout. Le champ de jauge a des composants qui existent mathématiquement, mais pas physiquement. Et ces composants sont essentiels pour faire des prédictions sur les composants qui existent physiquement. La réalité et la description sont entremêlées d'une façon impossible à séparer proprement. Et maintenant, ça devient encore plus étrange. La redondance en théorie de jauge n'est pas juste une comptabilité mathématique. Elle a des conséquences physiques. L'une d'elles est la conservation de la charge. Le fait que la charge électrique ne peut être ni créée ni détruite, que la charge totale dans un système fermé ne change jamais, est une conséquence directe de la symétrie de jauge. Cette connexion a été découverte par Emmy Noether en 1918. Elle a prouvé un théorème qui dit que toute symétrie continue correspond à une loi de conservation. Si votre théorie a une symétrie sous translation temporelle, alors l'énergie est conservée. Sous translation spatiale, le moment est conservé. Et si elle a une symétrie de jauge, alors la charge est conservée. La conservation de la charge n'est donc pas une loi de la nature séparée que nous avons découverte empiriquement. Elle est intégrée à la structure de la théorie de jauge. Elle doit être vraie si la symétrie de jauge est vraie. Et la symétrie de jauge doit être vraie si nous voulons une théorie quantique cohérente de l'électromagnétisme. Tout est verrouillé ensemble. Mais attendez, ça devient encore mieux. La symétrie de jauge ne donne pas seulement des lois de conservation, elle donne des interactions. En fait, elle force les interactions à exister. Laissez-moi expliquer. Supposons que vous ayez une théorie d'électrons sans aucune force, juste des électrons libres se déplaçant dans l'espace. Cette théorie a une symétrie globale. Vous pouvez changer la phase de toutes les fonctions d'onde des électrons du même montant partout. Et la physique ne change pas. C'est une symétrie, mais ce n'est pas une symétrie de jauge, car vous faites la même chose partout. Maintenant, supposez que vous vouliez rendre cette symétrie locale. Vous voulez pouvoir changer la phase de montants différents en différents points de l'espace et du temps. Ça semble un petit changement, mais ça a d'énormes conséquences, car quand vous faites ça, la théorie n'est plus cohérente. Les équations se cassent. Comment les réparer? Vous devez ajouter un nouveau champ, un champ de jauge. Et ce champ doit interagir avec les électrons d'une façon très spécifique. L'interaction est complètement déterminée par l'exigence d'invariance de jauge. Vous n'avez pas le choix. La symétrie dicte la forme de l'interaction. Et à quoi ressemble cette interaction? C'est exactement l'interaction électromagnétique. Le champ de jauge que vous avez dû ajouter est le champ électromagnétique. Le photon émerge comme le porteur de la force nécessaire pour maintenir la symétrie de jauge locale. C'est en ce sens que la symétrie de jauge génère les forces. Vous commencez avec de la matière, des électrons dans ce cas, vous exigez la symétrie de jauge locale et vous êtes forcé d'introduire un champ de force. Les propriétés de ce champ, ses interactions, sa dynamique, tout découle de la symétrie. C'est ce qu'on appelle le principe de jauge. Et c'est ainsi que nous construisons toutes les forces fondamentales. La force nucléaire forte fonctionne de la même façon. Vous commencez avec des quarks, vous exigez une symétrie de jauge différente, SU3 au lieu de U1, et vous êtes forcé d'introduire des gluons, 8 d'entre eux, car c'est ce que la symétrie SU3 exige. Les interactions entre quarks et gluons sont complètement déterminées. Vous n'avez pas la liberté de les ajuster. Et voici ce qui est remarquable, ces interactions ont des propriétés auxquelles personne ne s'attendait. Les gluons interagissent entre eux, les photons ne le font pas. Dans l'électromagnétisme, seules les particules chargées interagissent avec les photons. Mais dans la force forte, les gluons eux-mêmes portent la charge. Ils interagissent directement entre eux.
Et cela mène à des phénomènes bizarres. L'un s'appelle le confinement. Les quarks ne peuvent jamais être isolés. Vous ne pouvez extraire un seul quark d'un proton, peu importe à quel point vous essayez. Plus vous tirez, plus la force devient forte. C'est comme étirer un élastique, sauf que l'élastique ne casse jamais. Finalement, vous mettez assez d'énergie pour que de nouveaux quarks apparaissent, et vous vous retrouvez avec plusieurs états liés au lieu de quarks libres. Personne ne l'avait prédit, ça a émergé des mathématiques de la théorie de jauge SU3. Les gens ont calculé ce que la théorie prédisait et ont trouvé le confinement sous leurs yeux. Et puis, les expériences l'ont confirmé. Nous n'avons jamais vu de quarks libres. Ils viennent toujours en état lié. La théorie de jauge a expliqué pourquoi. Une autre propriété étrange est la liberté asymptotique. À très courte distance ou à très hautes énergies, la force forte devient plus faible. Les quarks très proches interagissent à peine. C'est l'opposé de ce qui se passe dans l'électromagnétisme, où les charges proches interagissent plus fortement. Mais c'est exactement ce que prédit la théorie de jauge SU3 et c'est ce que nous observons. Ces découvertes ont valu le prix Nobel en 2004. La liberté asymptotique était totalement inattendue, mais elle est sortie directement des équations une fois qu'on les a travaillées correctement. Le principe de jauge ne fait pas que décrire la nature, il prédit des aspects de la nature qui semblent contredire l'intuition. Maintenant, je vais vous dire ce qui me dérange le plus dans la théorie de jauge. Nous ne savons pas pourquoi elle marche. Nous savons qu'elle marche, nous l'avons testée avec une précision incroyable, les prédictions de l'électrodynamique quantique ont été confirmées à une partie par milliard, le modèle standard a passé tous les tests expérimentaux qu'on lui a imposés, mais nous ne savons pas pourquoi la nature a choisi la symétrie de jauge comme principe organisateur. Est-ce une fondamentale ou émergent de quelque chose de plus profond? Certains physiciens pensent que la symétrie de jauge est le niveau le plus profond. D'autres pensent qu'il y a une description plus fondamentale et que la théorie de jauge est une approximation qui marche à basses énergies. Nous ne savons pas. Et cette incertitude rend la théorie de jauge à la fois puissante et mystérieuse. Maintenant, je vais vous dire ce que les gens ne vous disent jamais sur la théorie de jauge. Ce n'est pas juste une truc mathématique, ce n'est pas juste une façon convenable d'organiser les équations. C'est le principe le plus profond que nous connaissions. Ça nous dit que l'univers a de la redondance intégrée dans sa trame, que plusieurs descriptions correspondent à la même réalité, et que l'exigence de cohérence entre ces descriptions est ce qui génère les forces. Chaque force du modèle standard vient de la symétrie de jauge. L'électromagnétisme de U1, la force faible de SU2, la force forte de SU3. Et ce ne sont pas des choix arbitraires, ce sont les symétries non triviales les plus simples possibles. La nature a choisi la structure la plus économique compatible avec les particules que nous observons. Pourrait-il y avoir d'autres symétries de jauge que nous n'avons pas découvertes? Peut-être, les gens ont cherché. Nous avons cherché des forces supplémentaires, des bosons de jauge supplémentaires. Jusqu'à présent, on n'en a trouvé aucun. Le modèle standard semble complet aux échelles d'énergie qu'on peut atteindre. Mais il pourrait y avoir plus de symétrie à plus hautes énergies. Les théories de grande unification proposent que les trois symétries de jauge fusionnent en une seule à des énergies extrêmement élevées. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est possible. Et la gravité? La relativité générale d'Einstein est une théorie de jauge d'un type différent. Au lieu de symétrie interne comme U1 ou SU3, elle a une symétrie sous transformation de coordonnées. Vous pouvez changer la façon dont vous étiquetez les points dans l'espace-temps et la physique ne change pas. C'est une symétrie de jauge. Et elle exige l'existence d'une particule sans masse de spin 2, le graviton. Donc, les quatre forces fondamentales pourraient toutes être des théories de jauge. Si c'est vrai, alors toute la structure de la physique, des photons aux trous noirs, vient de la redondance et de la symétrie, du principe que les degrés de liberté non physique doivent rester non physiques. Je trouve ça stupéfiant. L'univers aurait pu être construit de bien des façons. Il aurait pu avoir des forces qui ne viennent pas de symétrie. Il aurait pu avoir de la matière sans champ de jauge. Mais ce n'est pas le cas. Chaque force qu'on a découverte suit le principe de jauge, et ça suggère quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Peut-être que l'univers n'est pas fait de trucs, peut-être qu'il est fait de motifs, de relations et de symétrie. Peut-être que ce qu'on appelle particules et forces ne sont que différentes façons dont la symétrie peut se manifester. La théorie de jauge pointe dans cette direction.
Elle dit que les choses les plus importantes ne sont pas celles qu'on peut mesurer directement, ce sont les structures qui déterminent ce qui peut être mesuré. Et voici la partie vraiment troublante. Si la théorie de jauge a raison, alors la plus grande partie de la machinerie mathématique qu'on utilise pour décrire la nature ne correspond à rien de réel. Le champ de jauge a des composants qui ne sont pas physiques. L'espace de Hilbert, l'espace mathématique où vivent les états quantiques, a des dimensions qui correspondent à des états non physiques. On fait des calculs utilisant toute cette structure supplémentaire, et à la fin, on jette les parties qui ne correspondent pas à la réalité. Mais on ne peut pas les jeter au début. On en a besoin pour obtenir la bonne réponse. Le non-physique est nécessaire pour le physique. La redondance est nécessaire pour la cohérence. C'est l'une des caractéristiques les plus étranges de la physique moderne et presque personne en dehors du domaine ne le sait. Alors pourquoi on n'en parle pas aux gens? Pourquoi la théorie de jauge n'est-elle pas aussi célèbre que la relativité ou la mécanique quantique? En partie parce que c'est plus difficile à visualiser. On peut montrer à quelqu'un l'espace-temps courbé avec un drap en caoutchouc. On peut leur montrer la dualité onde-particule avec une double fente. Mais comment visualiser la symétrie de jauge? Comment montrer à quelqu'un que la redondance dans la description génère des forces? Il n'y a pas de façon simple. La théorie de jauge est fondamentalement mathématique. Il faut travailler les équations pour vraiment la comprendre. Et la plupart des gens ne sont pas prêts à le faire. Elle reste donc le secret au cœur de la physique, le principe qui explique presque tout, mais que presque personne ne connaît. J'ai passé des décennies à travailler avec les théories de jauge, à les construire, à les quantifier, à chercher leurs prédictions. Et je les trouve toujours mystérieuses. Je n'ai pas une compréhension intuitive de pourquoi la nature fonctionne comme ça. Je peux manipuler les équations, je peux extraire des prédictions, mais je ne peux pas vous dire pourquoi la redondance est fondamentale. Peut-être qu'un jour, nous aurons une théorie plus profonde qui expliquera la symétrie de jauge. Peut-être la théorie des cordes, la gravité quantique à boucle, ou quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé, nous montrera pourquoi la théorie de jauge devait être vraie. Ou peut-être que la théorie de jauge est aussi profonde que possible. Peut-être que la redondance est le socle de la réalité. Dans tous les cas, c'est ce que nous avons. Et ça marche. Elle décrit chaque expérience, elle prédit de nouveaux phénomènes, elle unifie des forces qui semblent complètement différentes. C'est le fondement du modèle standard et probablement le fondement de toute théorie qui ira au-delà. La prochaine fois que vous allumez une lumière, que vous utilisez un téléphone cellulaire ou que vous voyez une étoile dans le ciel, rappelez-vous que ce que vous voyez est la symétrie de jauge en action. La force électromagnétique qui rend tout cela possible existe parce que l'univers possède un certain type de redondance. Et cette redondance, ce principe mathématique abstrait, est plus fondamental que la matière, l'énergie, l'espace ou le temps. C'est ce qu'on ne vous dit jamais sur la théorie de jauge. Ce n'est pas juste de la physique, c'est une façon complètement différente de comprendre ce qu'est la réalité. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. L'univers est bien plus étrange que vous ne l'imaginiez, et la théorie de jauge est la clé de cette étrangeté.